C'est l'histoire d'un nourrisson qui agite les médias ces derniers temps. Un enfant d'à peine 1 an est arrivé le 17 décembre sur l'île sicilienne de Lampedusa en Italie après avoir traversé la Méditerranée sans ses parents ou tout membre de sa famille, selon les révélations de nos confrères de la presse italienne. Cet enfant a fait le périple méditerranéen au milieu de 70 hommes dans un bateau de fortune. Âgé d'environ 12 mois, il ne parle pas encore et personne ne connaît donc son identité, ni son histoire, ni ses parents. Une affaire qui suscite colère et inquiétude alors que l'on sait ce périple sujet à des actes de torture. Migrants et torture, c'est le sujet dont il sera question dans cette émission L'heure du droit qui reçoit Justin Abalo Badialiwa, coordonnateur du programme régional Afrique au collectif des associations contre l'impunité au Togo, CACIT. Justin, bonjour. Bonjour Eli. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation également. Torture et migration, qu'est-ce que ça vous dit ? D'abord, merci également une fois encore pour l'invitation. Torture et migration, je pense que c'est un concept nouveau que l'Organisation mondiale contre la torture et l'OMCT ont mis en œuvre pour qu'on en parle, parce que c'est une problématique qui n'est pas connue des acteurs pertinents, c'est-à-dire ceux qui sont en charge du suivi de la mise en œuvre des engagements des États de façon générale, notamment que ce soit les organes de traité, les mécanismes de protection, les États qui sont chargés de mettre en œuvre les droits de l'homme. Et torture et migration, parce que à un moment donné, nous avons jugé utile qu'il faut en parler de cette problématique, de ce phénomène qui est vraiment moins connu des acteurs des droits de l'homme ou même des acteurs qui sont chargés de l'application de la Convention contre la torture, d'autant plus que plusieurs allégations, il y a bientôt une vingtaine d'années, plusieurs allégations faisant état des mauvais traitements, des actes de torture sur les routes migratoires ont amené les deux organisations, le CACIT et l'OMCT, à mettre en place un groupe de travail afin de faire une recherche dans ce sens et pour essayer de mieux comprendre le phénomène en discutant aussi avec les migrants, en discutant aussi avec les autres acteurs impliqués et comprendre pourquoi cette situation, pourquoi ces implications et quelles sont les conséquences aussi pour les migrants ou ces victimes. Voilà. Nous allons prendre les concepts les uns après les autres. Nous allons commencer par la migration. On entend parler sur les médias, migrants, île italienne, espagnol, on parle de migrants, la migration exactement, Justin, c'est quoi ? Oui, non, la migration, quoi qu'on dise, c'est un phénomène de l'humanité. Un phénomène de l'humanité tout simplement parce que depuis la nuit des temps, depuis des siècles et des siècles, il y a eu toujours de la migration. Même si aujourd'hui nous nous retrouvons dans un contexte où nous avons des frontières millimétrées, parce qu'il y a eu de la colonisation à un moment donné et que chaque territoire est délimité par une certaine souveraineté, il y a toujours de la migration au-delà de ces concepts. La migration, en français facile, je pense, c'est le fait de se déplacer pour certaines raisons. Parfois, c'est des raisons d'ordre sécuritaire, des raisons d'ordre économique, social, ou à la recherche du bien, du mieux-être. C'est ce qui pousse certains à quitter leur territoire et se rendre dans un autre pays ou dans une autre localité pour pouvoir trouver des conditions plus favorables à ce qu'elle avait dans sa localité. Donc c'est le fait de se déplacer et aller, de quitter son territoire et aller dans un autre territoire. Encore faut-il qu'il y a aussi des déplacés internes, parce qu'il y a certaines situations où les gens sont obligés, compte tenu de la situation dans le pays sécuritaire, les gens sont obligés quand même de quitter leur pays. Mais en grosso modo, c'est le fait de se déplacer et aller dans une localité ou dans un autre pays pour chercher protection. Parce qu'il y a ceux-là que nous appelons les demandeurs d'asile également. Donc voilà un peu la migration. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre la migration et puis des populations qui sont en situation de déplacement ? Oui, parce qu'on peut faire un parallèle en ce sens que lorsqu'on parle de façon générale les migrants ou les personnes en situation de déplacement, parce que dans notre rapport que nous avons publié, que vous allez... On en reviendra au rapport.
le concept que nous avons retenu au final, qui englobe toutes les personnes en situation de mouvement, c'est-à-dire le réfugié. Il y a des réfugiés. Lorsque vous allez un tout petit peu vers l'Afrique de l'Est, en Ouganda, l'Ouganda regroupe aujourd'hui au monde le plus important nombre de réfugiés, parce qu'il y a des réfugiés congolais, des burundais, des Éthiopiens. Donc il y en a aujourd'hui dans les autres pays, en Asie aussi il y en a. Donc il y a des réfugiés, il y a les demandeurs d'asile, il y a ceux qui quittent volontairement ou pour des raisons économiques, comme je l'ai dit, parfois aussi pour des raisons de violation des droits de l'homme, des violences. Oui. Ils quittent leur pays parce qu'on dira aussi que la torture est un moteur de la migration. Pour des raisons de violence et des actes de torture, certains quittent leur pays également pour pouvoir se rendre dans d'autres pays à la quête de la sécurité et du bien-être. Donc, il y a dans tout ce lot de personnes en situation de mouvement, il y a la demandeur d'asile, il y a les migrants, proprement parler, qui quittent effectivement par aller chercher du travail quelque part. Il y a aussi, dans ce lot aussi, il y a les enfants, les femmes, il ne faut pas qu'on oublie, étant donné que Djena TV également, Info, Radio Djena. Radio Djena a une pensée positive particulière pour le droit des enfants. Ces enfants aussi en sont victimes également de ces mouvements, de ces déplacements de leurs parents et de leur communauté. Voilà, ok. Après la migration, le déplacement, la torture, vous êtes foncièrement contre cela au CACIT, mais qu'entendre par torture? Oui, la torture, selon la Convention contre la torture et les mauvais traitements, c'est une définition assez longue. Dans tous les cas, ce qu'on retient, c'est que... On va juste paraphraser. On va paraphraser. C'est le fait que pour un agent représentant l'autorité publique, c'est-à-dire un agent de l'État, de pouvoir infliger des douleurs aiguës à une personne en vue de la faire suturer des aveux ou de la faire souffrir. Donc, sur les routes migratoires, beaucoup d'Africains, étant donné que nous parlons de l'Afrique, sont confrontés à ces situations. Sur les routes migratoires, au péage, au niveau des frontières, par exemple, elles font l'objet des raquettages. Parfois, si vous suivez un tout petit peu, vous lisez le rapport, il y a des témoignages qui sont très, très, très choquants. Au poste de contrôle, ils font l'objet des actes de torture. Les actes de torture, il y a des violences, on bastonne, on vous demande de l'argent, parfois c'est 20 000 francs, 30 000 francs, 50 000 francs, 10 000 francs. Si vous n'en avez pas, on vous déshabille, on vous tabasse proprement. Parfois, d'autres essaient de cacher dans les chaussettes, dans les chaussures, parce que quelqu'un peut quitter avec 200 000 francs ou 500 000 francs. Mais jusqu'à ce qu'il arrive à Agadez, par exemple, dans une ville nigérienne, l'argent est fini. Et avant même d'arriver là-bas, il a dû subir des actes de traite. Parfois, ils sont arrêtés, détenus arbitrairement, dans des conditions encore difficiles. Vous savez, au Sahel, tantôt il y a le froid, il y a la chaleur. Et très loin de leurs parents. Parfois même on a oublié même d'appeler leurs parents, et ce sont les officiers de police, les officiers, c'est-à-dire les acteurs étatiques qui essaient quand même de poser ces actes sur ces Africains. Voilà. Maintenant, le CACIT, en collaboration avec l'Organisation mondiale contre la torture, vous avez produit un rapport qui est sorti le 14 décembre 2021 sur le rapport que vous avez dénommé « Les routes de la torture, le cycle d'abus contre les personnes en situation de déplacement en Afrique ». D'abord, pourquoi ce rapport? Oui, pourquoi ce rapport? Comme il a dit dans mes propos introductifs, le phénomène migratoire est un problème complexe et toujours d'actualité. Pour dire que c'est toujours en constante actualité. En 2020, à la fin de l'année 2020, il y avait au moins 181 millions de personnes, migrants sur le plan international. Il y a pratiquement 82 000 réfugiés. Au plan international également. Et sur les 82 000, il y a 20 000 qui sont des déplacés internes.
Nous, au niveau de l'OMCT et du CACIT, nous avons mis depuis 2000, en décembre 2000, ça fait pratiquement 2 ans, nous avons mis en place un groupe de travail 2019, décembre 16 et 17 décembre, puisque la première rencontre de ce groupe de travail a été lancée à Lomé ici. Nous avons mis en place ce groupe de travail composé d'experts sur les questions migratoires. Et parmi ces, ils sont 10, et parmi ces 10, nous avons 8 Africains, un Sénégalais, un Nigérien, un Malien, un Soudanais, un Kenyan, une Ougandaise, un Tchadien, un Tunisien, et puis nous avons aussi 2 autres de l'Europe, une Italienne et puis une Espagnole. Tous ces acteurs travaillent dans des organisations qui s'occupent des questions migratoires, de la protection des migrants. Et avec ce groupe de travail, nous avons 2 expertes sur les questions migratoires, une suédoise et puis une sénégalaise, qui ont travaillé sur ce rapport. En fait, nous avons, comme il a dit, il y avait eu des allégations, il y avait eu des informations, des témoignages faisant état des actes de torture, des violences sur les migrants, sur les routes migratoires. Sans savoir qu'à Lampedusa, tout comme en passant par la Libye, je pense qu'il y a de cela 2 ou 3 ans, il y a une chaîne américaine qui avait... CNN qui avait parlé de l'esclavage en Libye. L'esclavage en Libye, cela avait touché plus dans le monde entier. C'est pour démontrer encore que quelque chose se passait et qui était à l'abri des décideurs du monde, des États, parce que beaucoup ne sont pas informés effectivement de ce qui se passe. Donc en mettant ce groupe de travail, il était question pour nous de documenter, de rencontrer les migrants. Au total, dans ce rapport, nous avons pu rencontrer 250 migrants qui ont témoigné de vive voix des violences, des actes de torture qu'ils ont subis depuis après la traversée des frontières. Dans ce rapport, ce que nous relevons essentiellement, c'est que c'est l'existence des actes de torture et de mauvais traitements. Parce que l'une de nos missions, c'est de lutter contre les actes de torture et de mauvais traitements, et en vertu de la Convention contre la torture. Et tous les États africains, la plupart des États africains, la plupart ont signé la Convention contre la torture. Il est de bon ton de respecter ces engagements. Du coup, pour nous, effectivement, si des actes de torture se produisaient sur les routes migratoires, sur les migrants africains, il était important d'interpeller les États sur ces agissements qui sont contraires au droit international des droits de l'homme. Voilà un peu l'idée aussi qui nous a amené, ou bien sont entre autres les justifications, ou bien les raisons profondes qui nous ont amené à pouvoir rédiger ce rapport. Et dans ce rapport, ce que nous relevons également, c'est que il y a eu un phénomène, je dirais un phénomène, pour nous c'est une préoccupation majeure, en ce sens que il y a des politiques d'externalisation de l'Union européenne. Cette politique cela veut dire tout simplement que l'Union européenne a signé des accords avec les pays africains, certains pays africains, pour créer des conditions qui consistent à dissuader les Africains à prendre la route de l'Europe. Désormais, avec ces accords bilatéraux entre l'Union européenne et ses États, l'Union européenne qui promet dans ces accords de pouvoir aider financièrement les États à prendre en charge les migrants qui veulent aller en Europe. Donc, à partir de cet instant, à partir de ces accords, les frontières de l'Union européenne qui se limitent à la Méditerranée se transposent en Afrique. Donc, par exemple, les villes comme Agadez, lorsque vous êtes un ressortissant de la CEDEAO, vous arrivez à Agadez, vous êtes arrêté, emprisonné, molesté, torturé parfois. Ceux qui accompagnent les migrants, les passeurs, ces personnes aussi font l'objet de procédures parce que après la signature de ces accords bilatéraux, les États ont adopté des textes, des lois qui permettent d'incriminer les passeurs, toute personne qui essaie d'aider un migrant en route pour l'Europe. Donc, ça c'est la criminalisation. Alors que cette criminalisation est
contraires aux droits internationaux. Parce que par exemple, au niveau de la CEDEAO, il y a ce que nous appelons la liberté. Au nom des traités de la CEDEAO, nous avons la liberté de circulation. Au nom de quoi peut-être un Ghanéen qui traverse Agadez, la ville nigérienne, est arrêté, emprisonné parce qu'il veut aller en Europe. Là, il y a une violation des droits de l'homme et de la liberté de circulation. Donc, voilà un peu les politiques d'externalisation de l'Union européenne ont conduit à créer des textes qui exposent les migrants au niveau en Afrique. Et cette exposition donne la force à ces agents, ces États qui ont ratifié, qui ont eu des accords bilatéraux avec l'Union européenne, de pouvoir agir en violentant, en posant des actes contraires au droit international. Donc, ça, c'est un autre élément. Le troisième élément que nous retrouvons également dans ce rapport, c'est que même au niveau des centres où il y a des réfugiés, dans les pays où il y a aussi des réfugiés, il y a également des violations des droits de ces citoyens. Parfois, il y a des agissements aussi contraires dans ces pays où on doit être censé protéger ceux qui ont demandé protection, et ainsi de suite. L'autre élément, ou bien le quatrième élément que nous retrouvons, que nous avons relevé dans ce rapport, c'est que c'est la situation de ces migrants. Ceux qui quittent l'Afrique pour aller traversent certains pays comme le Tchad, le Mali, le Niger, parfois le Sénégal ou la Tunisie. C'est leur situation qui est préoccupante parce que ces États ne protègent pas ces migrants. On estime tout simplement que les migrants, le fait qu'ils ont violé les lois de leur pays, ils sont rentrés illégalement. Illégalement, donc ils sont exposés à toutes sortes de violences. Et il n'y a pas de programme à proprement parler. C'est vrai, l'Union européenne a pu aider certains États, mais ce ne sont pas des programmes durables qui permettent, qui encouragent les migrants à pouvoir se reconvertir dans la vie sociale. Parce qu'il y a eu ceux qui ont eu la chance peut-être de traverser la Méditerranée. Parfois, on a oublié quand même de les ramener à leur point de départ. Et vous comprenez un peu sur le plan psychologique les conséquences, les impacts négatifs que ces migrants ont, parce que certains peuvent vendre tous leurs biens et quitter pour partir. Et arriver, on le ramène. Il n'a plus rien. Il n'a plus rien. Et il n'y a pas de programme de réinsertion sociale. Et vous voyez un peu, lorsque en Afrique, vous quittez pour aller en Europe et qu'à un moment, on vous ramène, vous n'avez pas, vous voyez un peu dans la société comment est-ce que ça impacte. Donc, il y a toute cette situation, cette préoccupation sur la situation sociale, économique de ces migrants qui reviennent, bien qui sont ramenés de force dans leur pays. Donc, il y a eu des propositions aussi dans ce sens pour essayer de voir. On va arriver sur ces propositions, mais quand j'essaie de parcourir ce rapport, je me rends compte que vous êtes concentré sur l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, disons l'Afrique au sud du Sahara. Pourquoi ? Mais pourtant, vous avez parlé de la Libye, où on a parlé entre-temps de l'esclavage. Oui, non, en réalité, d'où viennent les migrants ? La plupart des migrants viennent de l'Afrique subsaharienne. L'Afrique subsaharienne, c'est l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe. La plupart de ces migrants viennent de là. Je pense que si vous lisez de très près, il y a eu des témoignages de certains migrants qui ont traversé le désert, ils sont partis en Tunisie, ils sont partis en Algérie, ils sont partis en Libye et qui ont subi des actes de torture et de mauvais traitements. Donc, le rapport, dans le cadre de l'élaboration du rapport, les experts qui étaient dans ces différents pays, ceux qui étaient au Tchad, étaient censés rencontrer les migrants et discuter de l'Afrique centrale, tous ceux qui traversaient le Tchad. Il faut aussi rappeler qu'avant la crise au Mali, où il y a eu les djihadistes, la plupart, au départ dans les années 2000, le Mali était la voie de prédilection des migrants. C'est par le Mali, maintenant qu'il y a des terroristes sur les voies, il y a des nouvelles routes migratoires. Ces nouvelles routes migratoires passent par le Niger, soit par le Niger, passent par le Tchad ou bien le Soudan, pour arriver en Libye. En Libye. Donc voilà un peu les nouvelles routes migratoires sur lesquelles les migrants passent. Donc essentiellement,
nous parlons, dans ce rapport, il est effectivement question de ce que les gens ont subi en Libye, puisque c'est sur la base des témoignages, il y a eu de la documentation autour de tous ces aspects. Et lorsque nous étions en 2019 avec l'expert de la Tunisie, qui était un grand combattant, qui défend les droits des migrants dans les centres de rétention en Tunisie et dans les autres villes de la Tunisie, on s'est rendu compte, il y a eu beaucoup de témoignages autour de ces situations dans ces différents pays également. Donc, voilà. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous avez parlé des pays. Ces pays sont dirigés. Est-ce que les dirigeants de ces pays ont-ils été associés peut-être dans l'élaboration de ce rapport? Oui, les dirigeants en termes de documentation, nous, on essaie quand même au-delà des victimes, d'échanger également aussi avec les acteurs étatiques pour voir un peu dans quel contexte toutes ces situations sont arrivées. C'est vrai que, par exemple, quand on prend le cas du Niger, où beaucoup de témoignages nous sont parvenus, le Tchad, le Sénégal, ces différents acteurs ont été aussi contactés, échangés. On a échangé avec ces acteurs, les experts ont échangé avec ces acteurs étatiques également pour essayer de comprendre aussi le phénomène. Donc ce n'est pas seulement que la documentation n'a pas été à l'endroit, en direction seulement que des victimes ou bien des migrants qui étaient en déplacement. Voilà. Vous êtes sur le www.radio.jena.tg dans votre émission L'heure du droit et nous évoquons le rapport du CACIT en collaboration avec l'OMCT dénommé Les routes de la torture, le cycle d'abus contre les personnes en situation de déplacement en Afrique. Nous en parlons avec le coordonnateur du programme régional Afrique au CACIT, Justin Abalo Badjaliwa. Justin, quand vous avez parlé tout de suite du contenu, vous avez attaqué les agents de la force publique qui maltraitent ou qui torturent, mais est-ce que vous avez également pensé à prendre des solutions? Parce que c'est vrai, les agents, ils maltraitent, mais c'est parce que peut-être il y a des migrants. Mais est-ce que vous avez pris également des solutions pour limiter au maximum la migration et la torture? Oui, je voulais même juste apporter encore un élément par rapport aux auteurs de ces exactions, ces violences sur les migrants. Oui. En dehors des acteurs étatiques qui sont les forces de l'ordre, il faut aussi rappeler qu'il y a des citoyens dans ces pays aussi qui contribuent, qui font des violences sur les migrants. Donc vous allez arriver comme ce qui s'est passé en Libye par exemple. C'était pas forcément les acteurs étatiques, il y avait des acteurs étatiques tout comme si les citoyens qui violentent parfois lorsque ils arrivent, étant donné que l'État libyen aussi est en reconstruction après la chute de Kadhafi. Vous voyez qu'il y a des questions de sécurité aussi, des questions de sécurité qui font que il y a chacun un peu roi dans sa zone, comme les milices, les rebelles, chacun essaie. Donc, il y a aussi de ces situations dans certains pays également. Ce sont les citoyens parfois, surtout les passeurs même, essaient d'infliger des violences aux migrants lorsqu'ils demandent suffisamment de l'argent et que les migrants n'ont pas suffisamment. Parfois, ils sont obligés quand même de prendre leur argent, de les tabasser, de les laisser parfois même dans le Sahel et partir. Exactement, et passer. Donc, il y a de ces situations. Donc, pour dire que ce n'est pas... Là aussi, ce ne sont pas les actes de torture parce que ce sont les acteurs étatiques, ce ne sont pas les acteurs étatiques qui sont visés, mais ce sont des violences qu'on peut adresser dans cette situation. Voilà. Maintenant, en termes de recommandations, nous avons essayé quand même dans ce rapport dresser tout un lot de recommandations à l'endroit de plusieurs acteurs. Pour nous, étant donné que c'est un phénomène complexe, c'est un phénomène que les gens ne voient pas forcément, et surtout les mécanismes de protection des droits de l'homme qui essaient quand même de protéger les citoyens ne voient pas. Il était aussi important d'adresser des recommandations à différentes catégories d'acteurs. D'abord aux États africains, ensuite à l'Union africaine elle-même, ensuite il y a la Commission africaine des droits de l'homme,
au-delà de la Commission africaine des droits, c'est le mécanisme des organes des traités des Nations Unies, notamment le Comité contre la torture, le Comité des droits de l'homme, le Comité des droits des enfants, et ainsi de suite. Il y a tous ces mécanismes et les rapporteurs spéciaux qui s'occupent des questions liées à la torture, à la lutte contre la torture également. Et l'Union européenne, avec ses politiques d'externalisation, qui crée aussi des situations dommageables aux migrants africains. Et donc, à l'endroit des États africains, notamment ceux qui ont adopté des textes qui incriminent les agissements en lien avec la migration, pour nous, c'est important que ces États reviennent un tout petit peu sur leur position en termes d'engagement international. Le fait d'incriminer un passeur, le fait d'incriminer quelqu'un qui aide ou bien qui est en contact avec un migrant, c'est en contradiction avec le droit international des droits de l'homme. Parce que le migrant a besoin d'une protection. Si le migrant quitte son pays pour aller dans un autre pays, c'est pour des raisons. Et surtout, lorsque c'est des raisons sécuritaires, parfois pour des raisons politiques, les gens sont obligés de quitter leur pays, ils traversent le désert. Parfois, c'est pour des raisons économiques, des raisons sociales, les gens sont obligés de quitter. Donc, c'est pour dire que le migrant a besoin, même sur le droit international, les droits de l'homme, toute personne a besoin de protection. Lorsque ces personnes arrivent dans ces pays, illégalement ou pas, l'État a l'obligation de les protéger. Et non de créer des situations en les emprisonnant, en les détenant arbitrairement. Donc, pour nous, c'est important que ces États essaient d'adopter plutôt des textes qui protègent ses citoyens et de créer des conditions pour harmoniser, puisque aujourd'hui au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est clair, les textes de la CEDEAO sont assez clairs sur la protection des droits de l'homme et sur la question de la liberté de circulation. Donc il n'est pas question que nos États, en raison des accords bilatéraux avec l'Union européenne, puissent créer plutôt des actes qui sont contraires aux droits des migrants. Maintenant, à l'endroit de l'Union africaine, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est constant, c'est que il n'y a pas de texte, même en droit international, il n'y a pas de texte à proprement parler, qui aujourd'hui essaie quand même de parler de la question migratoire. Parce qu'il y a la convention sur les travailleurs migrants, mais pas des personnes en situation de mouvement. Donc, ça aussi, c'est important d'essayer d'harmoniser les textes dans ce sens pour qu'on puisse. Aujourd'hui, nous avons une bonne nouvelle, c'est que le rapporteur spécial au niveau de l'Afrique a choisi aussi de travailler sur cette thématique afin d'apporter des solutions concrètes pour voir la protection des migrants. Maintenant, au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme, c'est que nous interpellons aussi la Commission africaine des droits de l'homme de pouvoir de voir mieux, de faire davantage sur la protection des migrants en Afrique, de pouvoir attirer l'attention des États africains sur les questions de la migration. À l'endroit de l'Union européenne, c'est que nous avons demandé également que l'Union européenne essaie de revoir aussi sa copie en termes de politique d'externalisation. Pour nous, cette politique a des conséquences très importantes sur le droit des migrants, sur la vie, la dignité humaine elle-même en fait. Et l'Union européenne aussi a intérêt à coopérer bien avec la CEDEAO, pas en créant en dissuadant les pays africains de pouvoir, c'est vrai, on dira que les pays africains sont souverains et qu'ils sont indépendants, mais pour ce genre de situation, c'est important d'associer aussi la société civile et la population pour essayer de voir le bien fondé, parce que ce sont des textes qui ont été adoptés, disons, peut-être en catimini. Les gens ne sont pas, il n'y a pas eu une concertation, une large concertation dans ce sens, parce que s'il y avait une concertation, ça n'a pas été. Non, en fait, en amont, ce sont des textes qui ont été adoptés un peu à la va-vite, et puis bon, voilà, puisque l'autorité avait dit qu'il fallait faire ceci, non. Alors que pour nous, c'est pour un texte aussi important, c'est important que les acteurs soient associés pour que chacun essaie quand même de donner sa contribution. Peut-être, on pourrait être tenté de dire que c'est parce que les citoyens ne seraient pas d'accord de ce texte que les autorités ont jugé utile à un moment donné de pouvoir l'adopter en catimini. Donc, au regard de tous ces éléments, nous pensons que les États doivent faire davantage. L'Union européenne qui, dans sa réglementation ou bien dans son ordonnancement juridique, a aussi à cœur la question de la protection des droits de l'homme, ne devrait pas
s'immiscer dans cette situation qui d'empêcher les citoyens. Je pense qu'on peut mieux faire pour encadrer davantage la question migratoire. Maintenant, à l'endroit des organes du traité des Nations Unies, pour nous, étant donné que ce sont des organes qui font le suivi de la mise en œuvre des engagements des États, c'est important de leur donner les informations, d'apporter l'information sur la question, parce que c'est pas vraiment connu de tous ces experts qui travaillent pour la protection des droits de l'homme au niveau des Nations Unies. C'est pas vraiment connu de ces situations. Donc aujourd'hui, ce document, ces rapports, est un outil de plaidoyer pour nous, en exposant la situation réelle des migrants en Afrique. Ça permet à ces experts de pouvoir interpeller les États africains, ou bien les États qui sont mis en cause dans ce rapport, et pouvoir, lors de leur évaluation, qu'on puisse faire des recommandations également pour que dans les années futures, des dispositions soient prises afin de voir disparaître ou bien réduire ces violences ou bien ces actes de torture que subissent les Africains. Alors, vous avez parlé de l'Union européenne, des organes des traités des Nations Unies, de l'Union africaine, même de la CEDEAO. Au final, ce rapport a été signé à qui? Ce rapport est destiné à tous ces acteurs que je viens de citer. L'Union africaine, les pays africains, la Commission africaine, tous ces acteurs ont le droit, ils recevront ces copies de ce rapport. Comme il l'a dit, c'est un phénomène mondial, et c'est un phénomène, surtout torture et migration, c'est un phénomène sur lequel on n'en parle pas beaucoup. À part ce que CNN a fait, c'est les témoignages par-ci par-là, ou de certains migrants qui reviennent, et parfois ils font des vidéos qu'ils publient. J'ai suivi un témoignage d'une dame camerounaise qui préfère rentrer au Cameroun parce que ce qu'elle subit, elle a été violée, elle est tombée malade, elle est séropositive, par ici, par là. Donc, c'est vraiment atroce. Et les dirigeants ne voient pas ce côté-là. On voit seulement que les gens essaient quand même de quitter. Pour certains citoyens, pour certains États, lorsque les gens quittent, ils sont pas de bon débarras, mais ils ne sont pas préoccupés par ce que ces personnes vivent sur les routes migratoires. Et c'est l'occasion de rappeler que c'est important de pouvoir respecter la protection des droits de l'homme, de pouvoir respecter la dignité humaine, en créant des conditions pour protéger ces personnes. Parce que certains diront qu'on est mieux que chez soi, mais lorsqu'on constate que chez soi on n'a pas les conditions favorables, le droit nous permet quand même de sortir hors de notre pays et aller. Maintenant, en allant, il faudrait que le droit international nous protège et que les États aussi nous protègent. Alors, quand on regarde ce rapport, il y a des chiffres qui sont là-dedans, mais c'est à vous l'honneur. Dites-nous quels sont les chiffres clés qu'il faudra retenir de ce rapport. Non, les chiffres clés, comme je l'ai dit, il y a aujourd'hui, nous avons près de 82 millions de réfugiés. Sur le plan international, nous avons relevé clairement qu'il y a 180, en 2020, par exemple, il y a près de 181 millions de migrants dans le monde entier. Et que c'est un phénomène qui le monde n'a jamais connu ce phénomène. Et si aujourd'hui nous avons de ces chiffres, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos pays. Il y a la question de gouvernance, qui font que la répartition des richesses dans la plupart des pays n'est pas ça. Et ce qui fait que les inégalités sociales, par ici par là, conduisent les gens à quitter leur pays. En dehors de cette situation des questions d'inégalité, il y a aussi ce besoin, et c'est fondamental qu'on le dise, c'est ce besoin humain de mieux vivre. Le besoin humain de mieux vivre permet à ce que chacun puisse librement quitter son pays et de se rendre où il veut en toute égalité. Parce que lorsque vous voulez aussi travailler, le droit international, par exemple, sur la Convention des migrants, protège le travail migrant, par exemple. Maintenant, pour ces personnes qui sont là, qui sont sur les routes migratoires, qui n'ont pas encore eu accès à ce travail, le droit international permet toutefois de pouvoir les protéger, en fait. Donc voilà. Et quand on vous regarde, ce rapport assez consistant, ce rapport qui fait froid dans le dos, qu'est-ce que vous pensez faire au CACIT désormais vis-à-vis de ces acteurs?
Non, au niveau du CACIT, nous travaillons en collaboration avec notre partenaire, l'OMCT, sur cette problématique. Et comme vous l'avez dit, c'est le fruit de 2 ans de recherche, c'est le fruit de 2 ans de collaboration avec les migrants. Comme il a dit, il y a eu près de 250 migrants qui ont témoigné de vive voix avec, nous avons les vidéos. Lorsque vous écoutez, les témoignages même font froid au dos parce que il y a des situations inimaginables. Il y a des situations où un être humain pose des actes sur un autre être humain. Parfois, c'est vraiment triste d'écouter des histoires, des situations. Pour nous, nous avons déjà enclenché notre stratégie de plaidoyer. Pour nous, nous avons un document, c'est un document d'outils de plaidoyer parce que la première des choses, c'est d'apporter l'information aux acteurs qui ont le pouvoir d'agir. D'abord les États. Il faut les apporter les informations parce que certains États seront même surpris qu'ils écoutent certains témoignages. Certains n'en reviennent pas, ils diront est-ce que ça se passe dans mon pays? Ça se passe dans mon pays? Non. Donc, ils n'ont pas cette information. Il faut les apporter cette information d'abord. Ensuite, nous les avons proposé des solutions. Ça, c'est le niveau 2 de la stratégie. Il faut leur proposer les solutions parce qu'il n'est pas seulement question de produire un rapport, mais produire un rapport et de proposer des solutions possibles. Les solutions possibles, c'est tout ce que nous avons essayé quand même de proposer dans ce rapport pour que les États prennent conscience que lorsqu'on signe des engagements internationaux en matière des droits de l'homme, il n'y a pas de choix en fait. Il n'y a pas de choix sélectif entre les droits. On ne va pas s'occuper seulement des questions de sécurité et de laisser la dignité humaine d'un côté. Donc, pour nous, les droits de l'homme sont universels. Les droits de l'homme sont interdépendants. Qui dit respecter la dignité humaine, respecter le droit à l'intégrité physique, c'est respecter aussi le droit à la vie. Parce que lorsqu'on bafoue, si vous voyez certaines images, il y a des gens qui sont blessés parce qu'à un moment donné, sur la route migratoire, ils ont été bastonnés, ils n'arrivaient même pas à marcher. Il n'y a pas un médecin pour les prendre en charge. Parfois, ils sont en détention, mais ils ne sont pas soignés. Donc, toutes ces situations nous interpellent en fait. Ça nous interpelle en ce sens que, pour nous, ce n'est qu'un début. Étant donné que c'est la première fois qu'on publie un tel rapport en Afrique, c'est important de le vulgariser. C'est important d'apporter l'information aux acteurs pertinents, c'est-à-dire les États d'abord, les Nations Unies, l'ONU, les Nations Unies, l'Union africaine, la Commission africaine, l'Union européenne également, parce que l'Union européenne a besoin de comprendre ce qui se passe à travers ces politiques extérieures. Quelles sont les implications, les conséquences, les impacts sur les migrants africains. C'est important qu'ils comprennent cela et qu'eux aussi, à leur niveau, essaient de revoir quelles sont les politiques qu'il faut plutôt mettre en avant. Est-ce qu'il faut juste signer les accords bilatéraux avec les gens ou bien il faut encourager aussi les États africains à la gestion, à la bonne gouvernance pour que les Africains ne soient pas obligés d'aller en Europe pour pouvoir chercher du travail. Parce que l'Afrique a son destin en main. Il faudrait aussi que les Africains comprennent que nous avons l'obligation morale de pouvoir créer les conditions favorables à notre propre développement plutôt que de toujours tendre la main à l'Occident pour pouvoir avoir des ressources. Les ressources que nous avons, nous pouvons aussi les gérer. Il suffit quand même d'avoir une bonne gestion en termes de bonne gouvernance et tout peut aller dans ce sens. Donc, pour nous, c'est très pertinent dans ce sens de pouvoir apporter l'information et après tout rencontrer aussi ces acteurs parce que nous aurons aussi à rencontrer ces différents acteurs, que ce soit les acteurs étatiques, l'Union européenne, les Nations Unies. Essayer quand même d'aborder le sujet et pour que les gens comprennent au fond vraiment quelles sont les implications de ce rapport ou bien de cette problématique. Voilà. Justin Abalo Badialua du CACIT, nous sommes à quelques heures de 2022. Quel monde rêverez-vous avoir en 2022, vous? Bien sûr, dans la défense des droits humains. Pour la défense des droits de l'homme et la promotion des droits de l'homme, notre souhait pour tout défenseur des droits de l'homme, c'est de vivre dans un environnement où il n'y a pas de violation des droits de l'homme. Mais ce qui n'est pas évident, mais nous encourageons tout simplement aux auteurs présumés des actes de torture, des actes de violence, des violations des droits de l'homme, de prendre la mesure de la chose parce que nous sommes dans un État qui a signé les engagements internationaux. Et nous vivons dans un continent où la plupart des États également ont signé des engagements internationaux relatifs aux droits de l'homme. Notre vœu, le plus cher, c'est de respecter, c'est de protéger, que les États protègent, respectent les droits de l'homme et prennent des mesures pour la cessation des violations des droits de l'homme. De créer les conditions possibles pour qu'il
la dignité humaine soit une réalité. Merci à vous, Justin Balo Badialioua du CACIT, pour nous avoir entretenu sur le rapport Les routes de torture, le cycle d'abus contre les personnes en situation de déplacement en Afrique. Merci, c'est moi plutôt que vous remercie pour l'invitation. Merci à vous, chers auditeurs. C'est la dernière émission, justement, de cette année 2021. Je vous retrouverai pour l'année 2022 dans de meilleures circonstances. Portez-vous bien, tenez-vous bien. Cette émission, l'heure du droit, reviendra encore pour faire la part belle à tout ce qui sera droit humain dans la société. Merci, je suis Elie Atipo. À la prochaine et bonne année à vous surtout.